Correction du sujet 1. La première question était juste le calcul de Q1 et de Q'1. Il fallait d'abord calculer Q' de x pour pouvoir calculer Q' de 1. Ensuite, comme 1 annulé Q et Q', on savait qu'il était factorisable par x-1 au carré. Comme on connaissait le degré de Q, on pouvait écrire de x sous cette forme-là, x-1 au carré fois un polynôme du second degré, et par identification, on trouvait 1, 3, 1. Il restait à factoriser x carré plus 3x plus 1, puisque dans ce chapitre, factoriser, c'est factoriser le plus possible. Et on trouvait deux nouvelles racines, moins 3 moins racine de 5 sur 2 et moins 3 plus racine de 5 sur 2, qui permettaient d'avoir la forme factorisée de Q de x. On note x1 et x2 des deux racines pour ne pas avoir à écrire tout le temps ces expressions. Ensuite, on faisait la même chose pour Q' de x. Q' de x, alors il n'y avait pas de difficulté particulière, c'était la même méthode. On le factorisait par x-1 et on trouvait comme ça les trois coefficients 4, 7 et moins 1 par identification. Alors attention ici, une erreur courante, c'est d'oublier le coefficient dominant. Si vous développez cette expression, vous devez retrouver l'expression originale, donc il faut que le terme dominant soit 4x3. Ensuite, alors une question importante, parce que trouver le signe d'une expression est quelque chose de très courant, que vous devez savoir absolument faire. Alors, là on voit l'expression de Q de x. Q de x c'est cette expression-là. Donc il y a un polynôme du second degré avec deux racines qui s'annulent en x1 x2, donc qui est positif avant x1, négatif entre les deux racines et positif après. Et x-1 au carré en fait ne s'annule qu'en 1 et toujours positif. Après on utilise la règle des signes pour obtenir le signe de Q de x. Le tableau de signes suffit. Souvent vous écrivez des équivalences au départ qui sont fausses, donc faites attention à ce que vous faites les choses simplement. Le tableau de signes est sûrement la meilleure façon de justifier et de présenter le résultat. Donc ensuite, il y avait une question sur la continuité et la dérivabilité de f. Alors attention, la première question sur la continuité était simple, il fallait donc trouver des arguments simples. Les deux fonctions sont continues sur R, c'est la composée de deux fonctions continues sur R. Pour la dérivabilité, il y avait une difficulté parce que la fonction valeur absolue est non dérivable en 0. Donc on peut affirmer de façon certaine pour l'instant qu'elle est dérivable partout sauf en x1, x2 et 1 parce que c'est des endroits où Q s'annule. Puis nous devions regarder les trois cas particuliers, 1, x1, x2. Le premier cas, 1, il y avait un taux d'accroissement pour lequel x-1 au carré et x-1 se simplifiaient, et donc il y avait un taux d'accroissement qui tendait vers 0. Donc la fonction est dérivable en 1, on pouvait même préciser que la dérivée en 1 était nulle. Après, en x1 et x2, c'était différent. Il y avait un taux d'accroissement qu'il fallait bien gérer avec les valeurs absolues, nous l'avions vu ensemble. Alors, il faut faire attention, ici x1 était différent de 1, x1 différent de x2, donc ici c'était un nombre négatif. Et de l'autre côté, ça tendait vers un nombre strictement positif. Ça devient de la limite de x moins x1 en valeur absolue sur x moins x1, qui tend vers 1 ou moins 1 à gauche ou à droite. Il fallait faire attention ici, et on trouvait comme ça, on a montré que f n'était pas dérivable ni en x1 ni en x2. On pouvait insister en disant que la courbe présentait deux demi-tangentes. Alors après, il y avait la position des différentes valeurs. Alors il fallait utiliser le théorème de Rolle et utiliser le fait que Q' n'avait que 3 racines. Alors il faut être un peu soigneux. On savait qu'il y avait une racine, grâce au théorème de Rolle, on savait qu'il y avait une racine entre x1 et x2 et une racine entre x2 et x1 exclue. Donc ça ne pouvait être que x'1 et x'2. Mais il fallait regarder globalement et non pas un sur chaque intervalle. Ça vient du fait que Q' n'a que 3 racines. Donc on obtenait cette, j'allais dire inégalité, mais cet ordre pour les différentes valeurs. Ce qui nous permettait de remplir correctement le tableau de signes de Q', puis le tableau de variation de Q, et de la même façon obtenir F. Alors ici nous avons le tableau de Q de x, la fonction qui a x associe Q de x. La dérivée de Q
Q' s'annule en X'1, X'2 et en 1. Donc on a le tableau de signes, on a le tableau de signes de Q' assez facilement. Alors je ne l'ai pas, effectivement, je n'ai pas détaillé, mais ici on pourrait faire avec un tableau de signes. Et j'ai rajouté des valeurs x1, x2 pour pouvoir montrer où la fonction Q s'annulait, pour passer du tableau de Q de x à f de x, disons du tableau de Q à f. Donc on retrouve les mêmes variations chez Q et chez f, sauf entre x1 et x2. Comme Q est négative, on a pris entre x1 et x2, f de x égale moins Q de x. Donc on prend la courbe, la symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Ici on avait une courbe qui était négative, une courbe qui correspondait à des valeurs négatives, et ici on a l'opposé. J'ai indiqué aussi ici les endroits où la fonction, en fait, f' n'était pas définie, l'endroit où f n'est pas dérivable. Nous allons maintenant regarder la question f, il fallait tracer l'allure de la courbe. Alors moi j'ai utilisé un logiciel, et il fallait compléter en fait cette courbe par des tangentes horizontales qui montraient les endroits où Q' s'annulait, ouais. Et ici, il y avait x1 et x2, les deux valeurs où la fonction n'était pas dérivable et où il y avait un point anguleux. Donc là, je suis en train de tasser les deux demi-tangents. Voilà, ce qui permettait de montrer qu'on avait bien compris ce qui était fait avant. Alors, le deuxième exercice était un peu différent. Il fallait factoriser. Alors, la première question, je ne l'ai pas faite comme vous, mais vous avez raison. C'était très bien de le faire avec la dérivée. En revanche, moi, j'avais prévu qu'il fallait trouver cette forme factorisée. Donc, le fait progressivement, peut-être que c'était... Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait comme ça, en fait. C'était plus simple pour moi, a priori. Et ensuite, j'ai continué à factoriser parce qu'on nous demandait toutes les racines. Alors, les racines complexes, il y a une ambiguïté sur la question. Est-ce que 1 est une racine complexe? Oui, 1 est une racine complexe, puisque 1 est un nombre complexe. Maintenant, ici, je comprends que vous puissiez comprendre. On voulait des racines complexes et non réelles. Donc, j'aurais dû poser la question, quelles sont les racines? Ensuite, il y avait une question où il fallait factoriser. Donc ici, il fallait faire bien attention au calcul de la dérivée. Alors là, on est avec des polynômes, c'est grand X. Il n'y a pas besoin de dire que la fonction, il n'y a pas de fonction d'ailleurs, est dérivable. Un polynôme a toujours un polynôme dérivé, il n'y a pas besoin de dire qu'il est dérivable. Et ici, il fallait simplifier les choses, ce n'est pas la peine de calculer des discriminants, là c'est une identité remarquable, mais même si au brouillon vous en avez besoin, faites une présentation simple. Ici, j'ai essayé d'être simple dans la présentation. La dernière question, c'est le théorème de l'abjection. Donc, le théorème d'abjection demande toujours un peu de soin. On va regarder, mais alors déjà, j'établis proprement qu'on a tout ce qu'il faut. Donc, la fonction est continue parce que c'est une fonction polynomiale. Après, on calcule les limites. Puis, il faut montrer que la fonction est strictement croissante sur R. Alors, il suffit d'étudier le site de f'. Faites attention, ici, la fonction f' doit être strictement positive, sauf peut-être en des points isolés, ce qui était le cas ici. Donc la fonction est bien strictement croissante sur R. On a bien, alors je résume tout ce qu'il faut pour pouvoir utiliser le théorème de l'abjection. F est continue et strictement croissante sur l'intervalle R. J'en déduis les deux points que nous avons signalés dans la rédaction. Donc l'image de l'ensemble de départ R, l'intervalle de départ, c'est bien l'intervalle limite de f en moins l'infini, limite de f en plus l'infini. Ce qui permet d'établir qu'on a une bijection de R dans R. Souvent, vous oubliez d'indiquer pourquoi l'ensemble d'arrivée, c'est R. Voilà pour la fin de cette correction.